ce prix Jean Dumur 2020 va à Richard Verly, correspondant du temps à Paris, qui aujourd'hui a fait la campagne américaine. Ce n'est pas un hasard total, puisque Richard Verly va prochainement s'installer aux États-Unis pour nous réjouir et nous nourrir de sa nouvelle richissime correspondance américaine. Et on s'en réjouit déjà après avoir lu ce qui a dépassé de loin l'échantillon, puisque vous avez déjà produit des quantités de papier impressionnantes et d'une très grande qualité. Merci pour tous ceux qui suivent les élections américaines avec votre collègue encore sur place, Valérie von Graffenried. C'était vraiment un excellent travail. Merci pour ça. Et puis, merci évidemment, de vous brancher sur le réseau du Club Suisse de la Presse, qui désormais, depuis cette année, le Club Suisse de la Presse abrite les Amis de Jean Dumur. C'est devenu un peu l'adresse officielle des Amis de Jean Dumur, dont j'ai le plaisir d'être aujourd'hui le président, et dont je vous donnerai peut-être juste les membres, je vous réciterai les membres, une liste, voilà, mais une liste importante, puisque les membres des Amis de Jean Dumur sont les personnes qui chaque année choisissent, alors elle bouge, hein, cette liste, mais qui chaque année choisissent le lauréat. Alors, vous en reconnaîtrez certains, puisqu'on les a vus passer ici, dans cette journée aussi, et j'y vais dans le désordre. J'espère que je n'oublierai personne. Jean-Philippe Sépi, que vous venez de voir, Alain Janet, que vous apercevez déjà à l'écran et qui va nous faire le plaisir de nous faire une laudatio de Richard, Marie Parvé, Rémi Chetla, Jean-Jacques Roth, Anna Lietti, Ludovic Rocky, Marc-Henri Jovin, Camille Kraft, François Pilet, et il n'a pas participé encore à cette version du Jean Dumur, mais Serge Gumi rejoindra aussi les Amis du Mur. Voilà, j'en dirai pas plus, mais si ce n'est pour d'abord remettre virtuellement le prix. Alors on va faire ça plusieurs fois, puisqu'on ne peut pas vraiment le faire, mais remettre virtuellement le prix à Richard, et puis surtout passer la parole à Alain Janet. Alain Janet, que tout le monde connaît, puisqu'il a été de très très nombreuses années rédacteur en chef de l'Hebdo. Avant cela, il était rédacteur en chef de Bilan, puis il était au Temps. Enfin, et aujourd'hui, vous êtes au Temps, Alain, puisque notamment en charge de tout ce qui est événementiel du Temps. Bref, une carrière richissime, et une carrière qui, si j'ai regardé un petit peu vos textes là, que j'ai eu le plaisir de découvrir à l'avance, je ne vais rien révéler, mais évidemment que vos carrières se sont croisées, mêlées, et en tout cas, elles se sont nourries mutuellement, je dirais. Donc voilà, à vous, Alain Janet, pour cette laudatio. Merci beaucoup. Merci Pierre, merci. Vous m'entendez? On t'entend bien. Ok, super. Richard, cher Richard, tu es, tu le sais, une source inépuisable d'anecdotes au sein de la profession. Tu es aussi un livre des records à toi tout seul. On tape Verly dans Google et des milliers d'articles déferlent qui racontent les basculements du monde depuis 30 ans. Tu les as, pour la plupart, couverts en première ligne. Cette soif de raconter l'histoire en train de se faire, cette énergie qui te caractérise, ce fut, et c'est encore pour tes chefs, un effort quotidien de canalisation de la matière journalistique bouillonnante. Pardonne-moi en préambule cette incursion dans les cuisines du temps où se mitonnent les menus rédactionnels jour après jour. Au briefing, 5000 signes pour Richard. Juste avant le bouclage, tu en envoies 10, 12, 14 000 accompagnés d'une interview d'experts qui n'était pas prévue. Et le plus souvent, tu proposes encore un commentaire. Si vous avez encore un peu de place dans les pages, je l'envoie dans 5 ou 10 minutes. Verly, l'envahisseur, le bulldozer dont tous admirent les immenses talents, l'homme qui tape plus vite que son ombre, Richard le boulimique, qui pourtant jamais ne prend un kilo, le camarade généreux, toujours prêt à partager son inépuisable carnet d'adresses. Tu t'en doutes, ce n'est pas d'abord ta productivité phénoménale, ton abattage que les membres du jury aimeraient distinguer aujourd'hui, même s'il reste un motif de sidération pour ceux qui t'ont côtoyé. De manière exemplaire, tu portes les valeurs de ce prix, l'audace, l'indépendance d'esprit et la rigueur. Tu incarnes ce que les correspondants
ont d'essentiel, alors que beaucoup de médias ferment leurs bureaux à l'étranger et coupent dans les budgets reportages. Et c'est le message que nous voulons envoyer, nous les amis de Jean Dumur, à l'heure des fake news. Il est plus important que jamais de pouvoir appréhender l'actualité sans filtre aucun, et pour cela, il faut encore et toujours retourner sur le terrain, aller à la rencontre des gens, sillonner le pays profond comme tu l'as fait en France, dans une série d'articles saisissants au début de la crise, Voyage aux frontières de la pandémie. Nous avons beaucoup débattu de ta polyvalence. C'est la première qualité du correspondant et tu en es l'incarnation parfaite. À ta maîtrise du reportage, tu allies l'art du portrait, celui de l'interview, avec comme constante une grande attention portée à l'écriture. Tu restes un homme de l'écrit. L'éditorial et la prise de distance analytique est une autre de tes forces. Marc Algover, ton chef de rubrique actuel, me disait l'autre jour, Richard, c'est à la fois une agence de presse et un think tank. Bien vu. L'humilité. L'humilité, pour toi, le journalisme, c'est d'abord décrypter l'actualité avec le plus de clarté possible, sans chercher à tout prix le pas de côté. Le communisme. Excuse ce mot connoté, tu es un fervent défenseur du journalisme classique, mais tu manifestes dans le même temps beaucoup de respect pour les autres formes du métier, le data journalisme dont on vient de parler, et le journalisme d'investigation, par exemple. Ils ne correspondent pas à ton ADN, mais tu reconnais leur caractère indispensable à la démocratie. Je t'ai demandé si tu étais, toi, qui devrais déménager aux États-Unis en mai prochain, après le tour de chauffe des présidentielles, je t'ai demandé si tu nourrissais un sentiment anti-américain. Tu m'as répondu que tu n'étais pas par nature un anti, si ce n'est justement en matière de journalisme. Là, tu es contre beaucoup de certitudes. Tu n'aimes pas les gourous, leur vérité toute faite, leur intolérance. Tu as par ailleurs en horreur l'omniprésence des communicants, toujours plus nombreux alors que fondent les effectifs des rédactions. Encore une fois, tu estimes essentiel de pouvoir exercer le métier sans filtre. Et l'expérience, une rédaction qui rate le mélange des générations, perd en vitalité. La fraîcheur du regard des plus jeunes reste le meilleur antidote au cynisme, mais la mémoire des plus anciens est l'ingrédient indispensable à la mise en perspective historique des nouvelles du jour. Dinosaure. Je suis un peu un dinosaure. Tu répètes volontiers cette phrase avec un zeste d'ironie, mais surtout beaucoup de sérieux. Si c'est ça, être un dinosaure, alors nous sommes fiers de récompenser ce dinosaure qui est l'un des meilleurs journalistes du moment et qui va sans aucun doute le rester longtemps. Quelques repères biographiques maintenant qui nous aident à mieux te connaître, toi qui t'intéresses beaucoup aux autres, mais qui parlent peu de toi-même. Né à Neuilly-sur-Seine en 1966, tu es le fils unique d'un couple franco-suisse, père cadre chez Nestlé, puis chef d'entreprise décédé quand tu avais 8 ans. Mère devenue antiquaire dans la Nièvre, où tu as fait tes écoles avant d'entrer à la Sorbonne, puis à Sciences Po, stagiaire au journal La Croix à 20 ans à peine, puis reporter à l'hebdomadaire La Vie, service national dans un camp de réfugiés en Thaïlande, avant de devenir correspondant en Asie du Sud-Est pour le journal de Genève et la RTS, basé à Bangkok, où vit ton fils de 30 ans ainsi que ta compagne, l'Asie, ta région de cœur. Tu as passé plus de la moitié de ta vie d'adulte comme correspondant aux 4 coins du monde, mais depuis toujours, tu gardes un pied professionnel en France et l'autre en Suisse. C'est d'ailleurs pour le temps alors dirigé par Eric Oesley et le quotidien Libération, tu t'es installé à Tokyo en 2000. Le même Eric Oesley qui dit de toi, dans cette époque troublée et parfois inquiétante, quand tant d'acteurs de la scène politique ou médiatique cèdent face à la complexité du monde pour lui préférer des versions simplifiées, simplistes ou moralisantes, toutes prêtes à être digérées, Richard Verly n'a jamais baissé ni les armes ni la plume. Eric te connaît bien puisque tu as ensuite passé quelque temps au siège du journal après ton passage au Japon comme journaliste, puis comme chef de rubrique, mais sans cesser de partir sur le terrain, encore le terrain. En 2003, 2004, tu feras plusieurs reportages en Irak et l'on se souvient encore à la rédaction de ce gilet pare-balles acheté dans l'urgence
à la police genevoise pour 800 francs avant ton départ pour Bagdad, quelques heures après la chute de la ville. Une anecdote, une de plus, qui nous rappelle que le reportage et l'analyse des bouleversements géopolitiques se jouent sur le courage, mais aussi sur la débrouillardise. Jean-Jacques Roth t'a ensuite nommé à Bruxelles, où tu seras rendre vivante la mécanique des institutions européennes, car pour toi, les technocrates de la Commission sont aussi des êtres humains qui pèsent sur le destin du continent. Mais c'est dans la crise de 2008 que tu te distingues plus particulièrement, sillonnant la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, et c'était à Athènes, lors d'une rencontre avec le philosophe Stelios Ramphos, que tu auras l'idée géniale de cette collection d'ouvrages dont tu es aujourd'hui le directeur, L'âme des peuples. Le philosophe t'avait dit, vous ne parviendrez jamais à réformer un pays sans comprendre et connaître son peuple. Pour lui, la crise n'était pas économique, mais culturelle. Ce fut le déclic. Et pour boucler la boucle, avant ton départ aux États-Unis, tu viens de publier en tant que co-auteur le 60e ouvrage de cette collection. Le 60e ouvrage de cette collection, Europe, rallumer les étoiles avec ce credo, l'avenir sera européen ou ne sera pas. Mais il faut revenir sur tes 6 années comme correspondant en France, où tu as été envoyé par Pierre Veillat. Tu vas continuer de sévir jusqu'à ton départ outre-Atlantique, un pays, la France, considéré à haut risque dans la profession parce que à la fois si proche et si différent de la Suisse romande et donc difficile à couvrir. Là encore, tu te distingueras par ton don d'ubiquité, puisque tu seras sur place lors des attentats de novembre 2015, quelques minutes après les premières fusillades. Ton compère Boris Mabillard et toi-même, vous réussirez à convaincre la direction du journal de publier une édition spéciale le dimanche suivant, la seule dans l'histoire du temps à ce jour. Pendant ces années parisiennes, tu seras un correspondant prolifique sur le phénomène des gilets jaunes, excuse-moi, l'émergence de Macron que tu rencontres par hasard, encore une fois, avant son premier meeting comme candidat à la présidence dans le train pour Strasbourg et qui donne lieu à ce papier mémorable titré « TGV pour l'Élysée ». Mais ta plume, si elle fait merveille, ne t'empêche pas de sortir de ta zone de confort. C'est un remarquable grand format multimédia sur les terres du Rassemblement national dans le Pas-de-Calais qui a fini de nous convaincre que s'il fallait réaffirmer les fondamentaux de la profession, tu pouvais aussi être exemplaire dans la mise en œuvre de nouveaux formats de narration. C'est l'un des mérites du tandem Stéphane Benoît-Godet et Gaël Hureyman, les actuels rédacteurs en chef, de t'y avoir initié. Le dinosaure est prêt à toutes les expériences digitales qui séduiront aussi, j'en suis sûr, les plus jeunes, aux États-Unis et ailleurs. Les lecteurs du temps vont regretter ta couverture de la France, mais attendent avec impatience la suite de l'aventure. Tu manqueras aux téléspectateurs français qui t'ont vu sur les plateaux de TV, où tu as été un excellent ambassadeur de la presse suisse. Tu devrais donc reprendre le 1er mai prochain le poste du temps aux États-Unis. Tu y seras, comme à ton habitude, excellent et le plus apte à convaincre qu'il faut défendre la mission des... Alors, je suis exactement à Berkeley pour un reportage sur Kamala Harris, la future vice-présidente américaine dont je vais vous reparler. Et effectivement, je confirme qu'il est 7h15 et le soleil est en train de se lever. Hier, on était dans le brouillard complet, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Alors, Alain, après des mots comme ça, bien évidemment, c'est toujours difficile de s'exprimer. Donc, du fond du cœur, merci d'abord aux amis de Jean Dumur. Merci à Alain pour tout ce qu'il a dit. Je me retrouve dans beaucoup de choses qu'il a dit, évidemment. Je comprends, j'imagine les émois qu'il y a en briefing lorsque mes propositions sont transmises. Mais je peux vous promettre que je vais continuer de provoquer ces émotions dans les briefings futurs à Lausanne ou à Genève. Alors peut-être démarrer par une anecdote, parce qu'après tout, vous l'avez dit, le prix que vous avez la gentillesse de m'accorder récompense surtout mes années passées à l'étranger et le rôle que j'ai eu comme correspondant à l'étranger du temps. Une anecdote qui concerne Alain, puisque vous ne savez peut-être pas tous que nous nous sommes connus, Pierre, tu l'as évoqué, nous nous sommes connus il y a une trentaine d'années au Vietnam.
À l'époque, j'étais jeune correspondant en Asie du Sud-Est, j'étais moi-même basé à Bangkok, et Alain, très vaillamment, était à Hanoï, d'où il essayait de racheter, déjà, vous voyez, le rachat était déjà dans l'air, pour le compte du groupe Ringier, une publication économique vietnamienne, le Vietnam Economic Times, dirigée par quelques vieux barbons universitaires communistes du parti fondé par Ho Chi Minh. Alors, ça ne vous surprendra pas, eh bien, notre cher Alain a buté quand même sur une pierre un peu dure à casser. Et finalement, les tenants du Vietnam Economic Times l'ont emporté. Je cite cette anecdote pour dire que nous nous sommes connus loin, en Extrême-Orient, mais que déjà à l'époque, nous étions dans une période de rachat et qu'il y a parfois des acquisitions qui paraissent simples et qui s'avèrent fort compliquées. Je m'arrête là, vous comprendrez de quoi je parle. Alors, les remerciements, je vais bien sûr reprendre tous les noms qu'Alain a cités. Donc, pardonnez-moi de doubler, mais je tiens à le faire parce que je les remercie vraiment. D'abord, merci aux amis de Jean Dumur pour le prix, je viens de le dire, et merci surtout aux lauréats du prix. Pierre, tu as cité Roger de Disbach que j'ai connu au Journal de Genève. Il y a ensuite une longue liste de lauréats qui sont tous des gens que j'admire et je voudrais vraiment leur dire que les rejoindre est un plaisir immense. Merci surtout, et je l'ai dit quand j'ai reçu le prix, au temps. Parce que je pense que nous ne sommes rien ou presque sans les médias qui nous emploient, nous les journalistes, qu'on soit employés salariés ou qu'on soit employés à la pige. Il ne faut jamais oublier qu'on est employé d'un média et que c'est au nom de ce média qu'on fait les reportages, les entretiens et les articles, quand il s'agit de presse écrite, qui viennent enfin trouver place dans les colonnes. Donc vraiment un grand merci au Temps, qui a été pour moi un journal formidable, et cela s'est traduit par une complicité, je crois, avec tous les rédacteurs en chef qui se sont succédés. Donc je vais les citer et revenir sur ce qu'a dit Alain. Il y a évidemment Eric, qui a créé Le Temps et qui a été le premier rédacteur en chef que j'ai connu au Temps. On s'est connus en fait alors que j'étais aux États-Unis. Vous voyez, c'est aussi une anecdote. Je couvrais à Seattle la fameuse rencontre de l'Organisation mondiale du commerce en 1999. C'est ainsi que je suis rentré dans les colonnes du journal que je connaissais par le journal de Genève avant, puisque j'avais collaboré au journal avant. Et c'est comme ça que tout a commencé. Nous avons ensuite monté avec Libération un poste commun à Tokyo. Donc à Eric, tous mes remerciements. Je sais combien aujourd'hui il est actif pour essayer de faire revivre cette ferveur qui fut la nôtre il y a maintenant une vingtaine d'années. Merci à Jean-Jacques. Jean-Jacques qui m'a envoyé à Bruxelles avec cette mission de couvrir cette Union européenne. C'est une mission, vous le savez, en Suisse, non seulement explosive, mais presque patriotique. Raconter la relation bilatérale. Je suis de ceux qui pensent que la relation bilatérale est essentielle pour la Confédération, mais je crois qu'on ne le dira jamais assez et qu'il faut s'impliquer pour le raconter. Et donc, de ce point de vue, la confiance de Jean-Jacques m'honore et je l'en remercie. Pierre Veillat, qui ensuite m'a confié la mission d'aller à Paris, mais qui au-delà, et c'est sa grande qualité, a toujours insisté lorsque j'étais à Bruxelles pour qu'on regarde le dessous des cartes économiques. Et je crois que c'est plus que jamais vrai, y compris aux États-Unis aujourd'hui. On ne comprend évidemment pas Trump et ce qui s'est passé si on ne regarde pas l'économie américaine depuis 4 ans que Trump avait réussi à court terme à relever avant que la pandémie de Covid-19 arrive. Et là aussi, la pandémie, ce sont des effets économiques qui ont largement coûté à Trump le résultat de cette élection. Et enfin, un mot particulier et avec beaucoup d'affection, et je tiens à le dire aujourd'hui, vous le savez pourquoi, à Gaël Hurliman et à Stéphane Benoît-Godet, qui eux m'ont proposé ce poste aux États-Unis, mais avec lequel j'ai eu une grande complicité tout au long du poste parisien. Je crois que tous les deux avaient à cœur de développer, de donner plus d'initiatives aux jeunes générations de la rédaction, de repositionner le Temps vers de nouveaux publics. Et je voudrais leur redire ici mon affection, parce que ce sont des moments compliqués, compliqués pour nous tous, compliqués pour eux, mais ils ont vraiment fait autant des choses formidables et j'espère qu'une partie de cet esprit restera parce que c'est un esprit offensif, c'est un esprit jeune et certes il y a des dinosaures, je suis de ceux qui pensent que les anciens peuvent apporter beaucoup, mais les jeunes sont évidemment l'avenir et c'est à eux qu'il faut passer le relais. Alors ensuite, il y a les rédacteurs en chef adjoints, je ne peux pas tous les citer, ceux qui m'ont accompagné, il y a mes collègues passés et présents de la rubrique internationale du Temps, il y a ces voix suisses à qui je voudrais rendre hommage. Il y a 3 personnes avec qui j'échange souvent et je vais les citer. Jacques Pilet est peut-être encore devant son écran, je l'ai vu tout à l'heure. Alain Campiotti, qui a été l'un des lauréats du prix du Mur. Louisa Balin, qui est une compagne de tout temps du Club suisse de la presse. Voilà des gens qui comptent énormément pour moi. Merci à quelqu'un, une figure de l'ombre, mais que les patrons de presse connaissent en Suisse, Jean-Clément Texier, qui est le représentant du groupe Le Monde au Temps et qui par ailleurs est le représentant de Ringier en France.
car je connais sa ténacité. Il m'a appris à connaître Le Monde, ce journal où Le Temps a son siège. Et puis, quand même, un remerciement pour mon compagnon Paul-Éric Mondron, l'éditeur de la collection L'âme des peuples, dont a parlé tout à l'heure Alain. Travailler avec lui depuis 6 ans est vraiment un bonheur, sachant que nous publions aussi sur la Suisse. Nous avons un petit livre sur la Suisse qui a été écrit par André Cretenant, et nous aurons bientôt, je l'annonce, un livre sur le Valais sous la signature de Guy Métan. Alors, quelques mots journalistiques, évidemment, surtout à l'intention peut-être des plus jeunes qui nous regardent, s'il y en a. Alain a dit une chose qui, je crois, est très vraie: je n'aime pas les communicants. En tout cas, ça m'inquiète beaucoup, parce que nous sommes dans une époque où les communicants dominent tout, et je pense que lorsque les porte-paroles d'institutions, et ils sont importants, mais lorsqu'ils deviennent des censeurs, l'information est toujours la victime. Donc, j'aspire à une information quand même, non pas débarrassée, mais en tout cas où les communicants retrouveraient leur place et ne se mêleraient plus de contenu éditorial comme ils ont beaucoup trop tendance à le faire. C'est en tout cas le cas en France. Alors, ce métier de journaliste, il faut le faire évoluer. Tout le monde parle de réforme, de la manière dont il faut changer. Alain l'a dit, moi je suis plutôt du genre traditionnel. Je pense qu'il faut donner sa chance au papier, déjà, comme journaliste de presse écrite, parce que beaucoup de lecteurs y restent attachés. Donc, je ne suis pas de ceux qui veulent faire le grand ménage numérique et qui le défendent avec des arguments, à mon avis, dont on verra peut-être à moyen terme qu'ils ne sont pas toujours les meilleurs. Je pense aussi que c'est avant tout notre métier une affaire de femmes et d'hommes. Et là, je voudrais insister. Alors, bien sûr, les groupes de presse aimeraient peut-être nous remplacer demain par des robots intelligents qui seront fabriqués pas très loin d'ici, dans la Silicon Valley. Bien leur en prennent, ça leur coûtera moins cher, ce sera peut-être plus gérable. Mais pour moi, en tout cas, rien ne remplacera ce travail d'équipe qui fait qu'un rédacteur en chef ou un chef de rubrique a une intuition, qu'un journaliste est tenace, qu'un enquêteur ne lâche pas prise alors qu'il aurait plein de raisons de le faire, mais aussi que des éditeurs relisent nos articles, et ça c'est très important. Donc un grand coup de chapeau aux éditeurs du Temps et à toute la partie production du journal. Rien ne remplace non plus le coup d'œil d'un iconographe, même si on peut avoir des divergences. Rien ne remplace une maquettiste ou un maquettiste qui veut bien mettre votre papier en page. Donc tout ça est bien évidemment le coup de crayon d'un dessinateur comme Chapat quand on a le plaisir de travailler dans un journal comme Le Temps. Donc pour moi, le journaliste est avant tout un métier individuel, enraciné dans le collectif. Je crois qu'on n'est pas journaliste tout seul, ou en tout cas, moi, je ne sais pas l'être. Correspondant à l'étranger, alors je ne vais pas développer ce qu'a dit Alain, c'est effectivement être polyvalent. Là aussi, je crois à la polyvalence. Je crois qu'il n'y a pas de journalisme supérieur aux autres, pas de forme de journalisme supérieur aux autres. C'est toujours une tentation des gens qui font du reportage de penser que le reportage est le genre supérieur. Je ne le pense pas. Jean-Jacques Roth me taquine tout le temps en pensant que je n'ai qu'une réalité en tête, celle du terrain. Ce n'est pas vrai, Jean-Jacques. Je pense par contre que le terrain a une vérité particulière et qu'il ne faut pas l'oublier. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que tous les registres journalistiques, y compris l'analyse de la part de gens qui ont vécu des événements ou qui les ont approchés, est absolument indispensable. Et puis, il y a toujours la question entre l'article factuel. Moi, je suis pour me laisser guider par les faits plutôt que de guider les faits. Guider les faits, ça va dans les pages opinion où il est important qu'elles soient le plus contradictoires possible. Un mot pour dire que souvent, il faut laisser la chance à la chance. Elle est notre compagne indispensable de reportage. Tous ceux qui font du reportage le savent. Regardez, Alain citait ma rencontre avec Emmanuel Macron et son épouse dans le TGV à Strasbourg. Je l'ai souvent raconté cette anecdote, mais je peux vous dire que ce n'était absolument pas prévu. J'ai pris un billet de première simplement parce que comme un nigaud, je m'y étais pris trop tard. Je me suis trouvé dans un wagon. J'ai ouvert les yeux. Macron et son épouse étaient là. C'était uniquement de la chance et ça lui a permis à lui de me lâcher cette petite réflexion, à savoir, seuls les journalistes suisses peuvent se payer un billet de première. Je ne vous vois plus à l'écran. J'espère que vous me voyez encore. Enfin, un mot pour terminer sur ma crainte du journalisme tout écran, parce qu'aujourd'hui, on est tous assaillis par les écrans. La preuve, nous parlons par écran interposé. Je crois qu'il faut aller à la rencontre, il faut sortir de son écran, il ne faut pas rester derrière. Pourquoi je l'ai fait au moment du confinement? Parce que c'était à mes yeux absolument indispensable. Il fallait aller sur le terrain, il fallait raconter, et je crois qu'il faut toujours des briseurs d'écran. Les journalistes doivent être des briseurs d'écran et non pas simplement se contenter de rester derrière à accumuler les données, même si celles-ci sont indispensables. Voilà, j'en terminerai devant vous
par un mot sur le temps, parce que bien évidemment, il est dans l'actualité, notre journal, pour toutes les raisons que vous avez évoquées aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'un défi comme le nôtre, celui du temps, à côté de journaux régionaux qui sont très solidement établis, à côté d'une radio-télévision publique de qualité et d'acteurs numériques tout à fait audacieux, il pourra être seulement remporté ce pari que si nous sommes tous fiers de ce journal. Donc, soyons fiers du temps. Le clin d'œil américain est presque obligé. Je vous parle des États-Unis et Barack Obama vient de publier le premier tome de ses mémoires. Mais je crois que ce clin d'œil vaut aussi pour les bords du lac. Sans une chose dont je suis sûr, ces 3 mots de conclusion, Together we can. Merci à vous. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup pour ce témoignage très touchant. Et j'ai ouvert les micros à tout le monde et je vous propose à ceux qui ont enclenché leur micro, à tous les autres de le faire et d'applaudir Richard Verly pour ce prix magnifique et surtout pour une carrière exemplaire. Bravo, Richard. Voilà, alors c'est la technique, c'est un peu moins chaleureux évidemment que la réalité et nous avons là on va refermer les micros. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie Richard Alain d'être venu ici sur la plateforme du Club Suisse de la Presse qui a le plaisir, l'honneur aussi de décerner désormais le prix du mur. C'était un grand bonheur pour cette magnifique QV 2020. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à Richard une bonne suite de reportages. J'espère que tu rencontreras Kamala Harris sur le pont entre Berkeley et San Francisco. N'oublie pas d'aller naviguer un peu dans la baie de San Francisco. Les airs, ils sont puissants, régénérants. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va redonner du tonus à tout le monde et à la presse aussi. Alors, Kamala, son histoire sera racontée demain dans le temps. Vous savez, je ne suis pas pour rien staccanoviste, comme l'a dit Alain. Donc, tout de suite après vous avoir quitté, je dois finaliser mon texte puisque j'étais ici sur ses traces. Je ne l'ai évidemment pas rencontré, mais j'ai rencontré ses anciens voisins. J'ai rencontré une de ses anciennes profs, en tout cas quelqu'un qui enseignait dans la même école où elle était. Et je peux vous dire qu'on ne comprend pas Kamala Harris si on ne comprend pas Berkeley. Mais c'est intéressant parce que à la fois, c'est une activiste, évidemment, mais c'est aussi une intellectuelle très californienne et ça pose une question, va-t-elle réussir à faire ce tandem fécond avec Biden qui, lui, est d'une toute autre culture que la culture californienne? Et ça, je crois que c'est une vraie interrogation qu'on peut avoir sur ce mandat, au-delà de l'autre, l'interrogation du moment qu'on a tous ici quand on se lève, où est, que fait, que veut Donald Trump? Et quand partira-t-il de la Maison-Blanche? Merci Richard de nous replonger dans cette réalité américaine. J'adore évidemment ça et ça me rappelle quelques bons souvenirs aussi. Et puis merci à tous ceux nombreux, très nombreux qui nous ont suivis sur Zoom directement ici, tous ceux qui nous suivent depuis ce matin à 9h15 pour ces assises presse et démocratie, les premières du genre, qui nous suivent depuis ce matin pour des débats sur l'aide à la presse avec des personnalités importantes alors que la presse en Suisse romande est en train de bouger, de changer, de se renouveler, de renaître malgré les difficultés. Une période extrêmement intéressante à suivre pour nous journalistes, mais aussi pour le grand public évidemment puisque ça touche directement le grand public. Et voilà, donc nous allons arrêter ces assises aujourd'hui à 16h30, mais je vous assure et je vous promets que nous allons réitérer, et c'est bien pour ça qu'on les a appelées les assises presse et démocratie, ce sont les premières, il y en aura des deuxièmes et bien sûr des troisièmes et ainsi de suite. J'espère que cette discussion sur le fond de ce que doit être la presse à un moment de bouleversement authentique, qu'il soit technologique, qu'il soit de pensée, qu'il soit de réflexion, qu'il soit de news et de fake news, eh bien, je pense que cette discussion doit avoir absolument lieu aujourd'hui avec des journalistes, mais aussi un public beaucoup plus large, car je pense qu'il est important
que les journalistes expliquent aussi leur métier et expliquent comment ils perçoivent l'information, la façon de communiquer et qu'ils écoutent en retour ce qui nous est dit et pas seulement les discours triviaux qui circulent et parfois abrutissants qui circulent sur les réseaux sociaux, mais des gens qui ont quelque chose à dire et qui viennent le dire ici chez nous au Club de la Presse. Me fait très plaisir. Voilà, merci à tous. Je crois qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça avait du sens et nous finissons en beauté avec ce prix du mur. Merci encore à vous tous, Richard, Alain. Merci à Jessica aussi qui nous a accompagnés toute cette journée. Merci à Tobias Claire, que vous ne voyez pas, mais qui est le soutien dans cette affaire, qui est aux manettes en fait, et qui a permis que tout ça fonctionne sans glitch majeur, comme on dit, avec tout ça a bien coulé, tout ça a assez bien fonctionné sur le plan technique. C'est toujours une grosse angoisse avant de se lancer dans ce type d'événement. Donc voilà, les remerciements, je m'arrête là aussi, parce qu'on n'est pas au César, ni aux Oscars, mais quoi qu'il en soit, on vous retrouve bientôt, et venez au Club de la Presse, inscrivez-vous au Club Suisse de la Presse. Je vous assure qu'il y a des événements qui vont vous intéresser. On n'a pas fini de se mobiliser, en tout cas pour avoir des débats de fond sur des millions de sujets. Merci beaucoup et bonne soirée, bon après-midi, bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.